étapes d'après, y a-t-il déjà un impact sur les entrées à l'hôpital, voire sur les enfants? Bonsoir à toutes et à tous. Merci, merci de venir à cette première conférence en plein confinement. On vous remercie tous d'être présents. Veuillez, s'il vous plaît, comme vous l'a dit, ne pas garder ouvert vos caméras ainsi que vos micros, voilà, pendant la durée de la conférence. On va bientôt démarrer autour d'un sujet toujours très intéressant et passionnant, puisque le sport reste quelque chose d'important dans notre société. De simple activité à enjeu national ou international, le sport fait vibrer, il suscite des émotions parfois incontrôlables. L'analyser sous le prisme de la géopolitique n'est pas incohérent, loin de là. Mais que se cache-t-il vraiment derrière la géopolitique du sport? Le terme suscite des interrogations et nous espérons ce soir faire la part des choses entre le fantasme et à Saint-Antoine, chez entre vous, le fantasme et la réalité. Merci Baptiste. Pour cela, nous recevons ce soir Monsieur Jean-Baptiste Guégan. Monsieur Guégan, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Maxime, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très bien, très bien. Ça va très bien. Bonjour. Donc voilà, nous vous recevons ce soir pour répondre à ces questions et donc vous serez donc accompagné pour la modération de Baptiste Mallard de J'aime en débat et de Mathias Laverne de Gémonu. Voilà. Avant de démarrer la conférence, je remercie donc nos partenaires, Grenoble École de Management, ainsi que la Société Générale. Nous remercions aussi de notre côté pour J'aime en débat l'association Gémonu qui est venue vers nous pour faire cette conférence. Voilà, et nous vous remercions enfin vous tous d'être venus nous voir ce soir. Cette conférence sera donc modérée d'abord par Baptiste dans une première partie, puis par Mathias. Ensuite, il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Donc, pour toute question que vous souhaiteriez poser au cours de la conférence, vous avez donc la partie conversation. Vous pouvez mettre l'ensemble de vos questions. Elles seront sélectionnées et les deux modérateurs pourront ensuite les poser à la fin. Voilà, ne posez pas de questions pendant la modération, s'il vous plaît. Il y aura un temps pour ça. Donc, n'hésitez pas à mettre l'ensemble des questions que vous voulez mettre dans la conversation. Voilà. Je vous remercie tous pour respecter ces quelques règles et je vous souhaite à Monsieur Guégan, à Baptiste et à Mathias une bonne conférence, ainsi qu'à vous. Merci. Merci Maxime. Donc merci d'être tous là ce soir. Merci Monsieur Guégan d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce soir. Pour commencer cette conférence, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Alors, je vais me présenter simplement. Je ne suis pas le sosie vocal de Johnny Hallyday, hein, si certains ont tapé Jean-Baptiste Guégan sur Internet. Je suis enseignant en histoire-géographie. J'interviens dans plusieurs écoles. De la mortalité. École de communication. Je vous inviterai à tous couper vos micros et vos caméras. Ça fluidifiera la pour chacun. Donc, enseignant en histoire-géographie, j'interviens en géopolitique et notamment en géopolitique du sport, en école de communication, de journalisme et aussi en école de commerce. J'ai écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Géopolitique du sport, une autre explication du monde. Il y en a un autre qui va sortir. Et donc, ma spécialité, c'est d'expliquer pourquoi le sport aujourd'hui est un outil pour les États, ce que le sport représente, et puis plus simplement faire comprendre finalement ce qui se cache derrière le sport, et qui permet de dire que le sport, c'est plus que du sport. Merci beaucoup. Donc justement, vous disiez que vous parlez justement de votre métier et de dire pourquoi le sport c'est plus que du sport. Aujourd'hui, on le voit, la géopolitique, elle est partout. Elle n'est plus qu'entre les mains des chefs d'État et des ambassadeurs, mais aussi dans les mains des entreprises, de leur communication. La culture et les médias en général sont concernés. Donc, c'est pas nouveau, mais on peut se demander quand même pourquoi aujourd'hui on peut distinguer la géopolitique du sport de la géopolitique dite classique. Le sport va concerner les États, mais aussi toutes les composantes finalement
des acteurs de la scène internationale. Et donc, dans ce cas-là, il va mobiliser aussi toutes les grandes questions qui agitent cette scène. Il va d'autant plus intéresser tout le monde que le sport a cette faculté de rassembler les gens. Regardez le nombre de personnes qui regardent une finale de Coupe du Monde. Hein. On dépasse les 4 milliards de personnes en cumulé. Regardez finalement le premier événement médiatique américain en dehors d'une élection américaine, c'est la finale du Super Bowl avec plus de 100 millions de personnes. Regardez, vous vous souvenez tous de l'endroit où vous étiez au moment de la dernière finale de Coupe du Monde de football. Vous avez peut-être oublié ce que vous avez fait après la victoire, mais en tout cas, vous vous souvenez de là où vous étiez. Cette dimension-là, il n'y a que le sport qui l'apporte, ou des événements tristes. En l'occurrence, là, le sport permet de rassembler, c'est aussi ce qui fait sa force, c'est aussi ce qui permet à certains États de vouloir l'utiliser. Et donc, ce qui est intéressant avec le sport, c'est qu'il est à la fois le reflet des rapports de puissance, des relations entre acteurs sur cette scène qu'est la scène internationale, que ces rapports de force ils se trouvent à toutes les échelles. Regardez par exemple le futur derby entre le Paris FC et le Paris SG, donc le PSG, qui va avoir lieu si le club de Ferracci monte en Ligue 1. Ces rapports de force, ils existent. Regardez l'opposition Paris-Marseille, regardez le derby entre Lyon et puis Saint-Etienne, toujours en football. Vous êtes vraiment sur des logiques qui mobilisent la question du pouvoir sur des territoires et qui met aussi en jeu et en branle des représentations. Donc là, on est vraiment dans la géopolitique au sens où on l'entend. Prenons un exemple tout simple. Hein. Regardez le phénomène d'adhésion autour de Marseille, de Saint-Etienne. On l'a vu autour du derby, c'est un match extraordinaire. Même si le niveau de jeu n'est pas forcément là, vous êtes sur quelque chose qui va mobiliser les identités des uns et des autres. Et puis, la dernière chose, c'est aussi un moyen de voir qui a le pouvoir et comment il s'exerce. Merci. Donc aujourd'hui, on peut donc facilement dire que la géopolitique du sport, ce n'est pas qu'une géopolitique internationale, mais ça peut être aussi nationale, voire locale, comme vous dites, par exemple avec le derby entre Lyon et Saint-Etienne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le sport, enfin en tout cas la politique, influe dans le sport et vice-versa? Est-ce que les deux domaines, la politique, la géopolitique, influent l'un sur l'autre? Et donc, l'un peut se servir de l'autre comme support pour diffuser ses idées, diffuser ses processus. Je pense surtout, là j'ai un exemple plus particulier, mais de la politique et de l'extrême droite, par exemple, dans les clubs de foot avec les ultras. Et est-ce que c'est un support, un vecteur de diffusion pour l'un comme pour l'autre? Alors, si on prend le football, on va se rendre compte, par exemple, que en Turquie, hein, le football et politique sont étroitement associés. Je prends l'exemple du club de Başakşehir, hein, qui est le club de Tayyip Recep Erdogan, qui est un club AKP, hein, qui est un club qui renvoie à une certaine vision du football. C'est le champion de Turquie. On l'a vu lors de son opposition avec le PSG. Beaucoup de gens se sont posé la question de savoir si les oppositions entre la France et la Turquie allaient se retrouver sur le terrain. Alors, on ne les a pas vus, fort heureusement pour les joueurs, hein, qui auraient été l'objet finalement de luttes qui les dépassent. Mais ce qu'on voit aussi, c'est pour ça que je prenais l'exemple d'Erdogan et du football, c'est que ce dernier a su capitaliser sur sa proximité avec les footballeurs. D'abord pour déranger les intérêts allemands, quand il met en avant Gundogan ou Mesut Özil, et puis aussi parce que le football peut porter, et je vais continuer sur l'exemple turc, peut porter des luttes. Regardez Mesut Özil qui a été exclu des listes d'Arsenal. Il a porté haut la question des musulmans chinois ouïghours au Xinjiang. Et aujourd'hui, il est interdit de football parce que la Première Ligue a des droits à faire valoir en Chine et qu'Arsenal est bien embêté par la question. La NBA en avait fait l'expérience, la Première Ligue a tiré une leçon de ça. Donc oui, malheureusement, sport et politique vont de pair. Tu parlais justement, Baptiste, d'extrême droite. Le football va aussi, mais c'est l'ensemble des sports, hein, qui peuvent finalement, parce qu'ils rassemblent la société, devenir forcément politique. On peut prendre l'exemple de la NBA. Le mouvement Black Lives Matter, il a été mis en avant à l'occasion des NBA Finals et puis il a servi une cause. C'est celle qui a été portée par LeBron James, c'est le fait de voter. Et on l'a vu avec une participation historique. Alors, c'est pas évidemment que la NBA, mais ça compte. Aujourd'hui, le sport peut être porteur de dynamique. Alors, elles peuvent être positives ou négatives. Hein. On a pu voir aussi que dans les stades, on avait des paroles qui étaient insupportables, que ce soit le racisme ou que ce soit finalement des lignes d'exclusion. Réactivation, le micro. Voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir que derrière, parce qu'il est le meilleur révélateur de nos sociétés, parce que c'est aussi un condensé, une sorte de meilleur résumé de ce que nous sommes, il est de fait politique. Et c'est pas pour rien qu'on a vu par exemple des articles fleurir sur les rapports entre le sport et la politique autour de Biden. C'est pas pour rien que systématiquement on regarde quel club est soutenu par tel président. Parce que derrière, il y a la question de l'identité, de l'appartenance, des rapports de force. Et j'ai envie de dire, fort heureusement, le sport est politique. Fort heureusement, les sportifs sont vraiment conscients de ça et depuis quelques années, ils en prennent vraiment conscience et ils en tirent avantage. Donc le sport est politique, comme vous dites. Justement, j'aimerais faire un parallèle peut-être pas très juste, mais on parle souvent en politique de corruption et de scandales au niveau de la corruption. En 2015, il y a eu le FIFA Gate, donc ce qui a révélé une grande affaire de corruption parmi les hauts cadres de cette organisation, en lien avec des contrats de marketing et des attributions un peu illégales d'événements. D'ailleurs, on a remis en cause des fois l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui n'est pas vraiment à proprement parler une nation du football. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela, comment expliquer qu'on arrive à ce genre de situation, à donner la Coupe du Monde, c'est-à-dire le plus grand événement de foot du monde, à un pays dont on n'a jamais entendu parler du foot? Alors, la première des choses, c'est que le sport n'échappe pas aux vicissitudes de la société. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a du pouvoir et de l'argent, vous allez forcément avoir des tentatives pour justement en profiter, obtenir le pouvoir de manière détournée. Bon. Le foot et le sport n'échappent pas. Hein. Les scandales au CIO sont légion. La FIFA, une sorte d'exemple magnifique de ce que l'argent peut permettre de faire. Maintenant, si on prend l'exemple de la Coupe du Monde 2022, aujourd'hui, on sait que le processus d'attribution, il a été à minima compliqué. On a pu voir notamment, il y a un documentaire d'Arte qui est encore disponible en ligne, qui s'appelle La Coupe du Monde des espions, où vous voyez des acteurs de la candidature anglaise et russe expliquer comment ils ont réussi à obtenir pour les Russes la Coupe du Monde et comment les Anglais l'ont perdue. Ils reviennent sur ce qu'on appelle pudiquement du lobbying et de l'influence. Et puis se dessine en creux finalement la FIFA de l'époque. Parce que c'est plus exactement la même. C'était la FIFA de Sepp Blatter, aujourd'hui retraité et finalement citoyen suisse normal. Cette Coupe du Monde 2022 qui a été attribuée en décembre 2010, c'est une Coupe du Monde qui visait à diffuser finalement le football ailleurs, mais dont l'attribution a été décidée par le comité exécutif. À l'époque, ils étaient une vingtaine. Il y en a 19 qui ont voté. Aujourd'hui, il n'y en a plus un seul qui est à la FIFA. Et comme très justement les autorités qatariennes l'avaient remarqué, il est plus facile d'influencer 19 personnes sur les 25 du COMEX que la centaine de personnes qui décident de l'attribution au CIO. Bon. Aujourd'hui, c'est plus possible. Alors, il y a d'autres logiques, hein. Mais c'est vrai que cette Coupe du Monde, elle pose question. Alors après, est-ce qu'il fallait empêcher le Qatar de l'obtenir ou lui enlever? Si les conditions d'attribution n'étaient pas justes, évidemment, la FIFA aurait eu à bouger. Maintenant, c'est pas inintéressant de voir le football dans le Golfe, parce que d'abord, c'est des territoires dont on peut dire que la seconde religion, finalement, c'est le football. Il y a un vrai engouement, et c'était l'un des continents qui ne l'avait pas eu. En tout cas, un des espaces régionaux qui finalement, à la rencontre cet espace Carrefour hein, qui avait la possibilité d'accueillir justement le football, ça a été la prise de position de Platini. Hein. Maintenant, est-ce que le football est plus vertueux? Bon, moi je reste sceptique. À partir du moment où les montants augmentent et les enjeux sont de plus en plus importants, il y aura toujours cette tendance-là. On verra par exemple qui organisera la Coupe du Monde après la Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada en 2026. Il y a fort à parier que la Chine sera parmi les grands gagnants de cette affaire. Maintenant, ce qui est assez drôle, c'est que pourquoi on s'intéresse toujours à ces vicissitudes du sport? C'est parce que c'est plus facile à comprendre et plus facile de mobiliser le grand public autour du sport qu'autour finalement
des questions qu'on va trouver à la tête des firmes transnationales ou au sein de stratégies d'investissement ou d'optimisation fiscale. Parce que c'est plus simple, on s'y intéresse, et on va demander aux sportifs d'être vertueux là où on ne demandera pas à des cadres supérieurs de l'être. Alors, du coup, si on veut parler un peu plus des entreprises et justement de la Chine, quand on voit, par exemple, que ce soit pour les Qataris, mais on en a beaucoup parlé de la Chine dans les médias, de rachats d'infrastructures, que ce soit par exemple le port du Pirée en Grèce, ou bien des investissements dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac, même si l'investisseur s'est retiré, mais aussi des investissements dans des clubs, de foot, par exemple européens, comme à Manchester City. Est-ce que c'est pas justement le prolongement justement d'actions géopolitiques qui sont le rachat d'infrastructures, d'entreprises ou d'investissements d'entrer dans des grands capitaux justement d'entreprises européennes? Est-ce que c'est pas un autre moyen justement d'entrer dans les capitaux des clubs sportifs qui sont aujourd'hui aussi des énormes entreprises qui font des gros bénéfices? Effectivement, le sport peut permettre finalement de prolonger l'influence géopolitique de certains États et donc appuyer certaines stratégies, hein. Si on prend par exemple la Chine, il y a plus d'une centaine de stades qui ont été construits depuis 1975 et qui sont dévolus finalement à la pratique du sport et qui ont été construits en échange soit de partenariats, soit de contrats, soit en guise de cadeaux. Quand vous avez autant de stades construits pour le football sur un continent comme l'Afrique, vous doutez bien que derrière, l'objectif, c'est pas de favoriser la passion du football, mais au contraire d'accéder, de sécuriser les ressources. Maintenant, il y a des stratégies d'entrisme. On va prendre un exemple tout simple, hein. Quand le Bahreïn rachète 20% du capital du Paris Football Club, il le fait parce qu'il y a des logiques marketing évidentes, c'est-à-dire c'est profiter de l'aura de la capitale française, qui est une ville mondiale. Il y a aussi la volonté d'aller profiter du marché, hein, des talents locaux. Et puis, simplement, hein, quand vous voyez qui est M. Ferracci à la tête justement de ce club, vous savez que si vous êtes le Bahreïn, vous avez intérêt à vous rapprocher de décideurs et d'opportunités qui peuvent se profiler en France et que ça fonctionne. Un exemple très simple de ce type de stratégie d'entrisme, c'est finalement ce qui s'est passé à Manchester City. Quand le City Football Group construit son groupe autour de Manchester City après que Sheikh Mansour ait racheté le club, on voit très vite il y a eu une volonté, hein, c'est ce qu'on appelle le projet Falcon, c'est entrer sur le marché britannique avec une logique très simple. On va d'abord se rapprocher des élites mancuniennes, et puis après, on va aller toucher les élites londoniennes, et donc les élites britanniques, avec un vecteur, un véhicule, qui est le sport. Moi, il y a deux exemples que je donne souvent, hein. Regardez les carrières de Silvio Berlusconi et de Bernard Tapie, mais même dans une logique, hein, celle de Borloo, par exemple, à Valenciennes. Enlevez-leur le sport et demandez-vous si leurs carrières auraient été les mêmes. Dites-vous que pour les États, c'est pareil, et qu'aujourd'hui, le sport est un moyen de modifier beaucoup de choses, notamment les représentations qu'on a des États. Si je prends la Russie, la Coupe du Monde en Russie a été une réussite parce que l'État russe a tout fait pour que l'image donnée soit positive. On n'a pas vu la question des minorités être mise en avant, la question de la violence non plus, l'autoritarisme du régime a été atténué pendant un temps, et puis on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues avant, hein. Lucas Aubin le rappelle assez bien dans ses papiers, Sylvain Dufresne aussi, sont des spécialistes du sport russe. Par exemple, la liberté de boire dans la rue et de se réunir. C'est quelque chose que les Russes ne connaissaient pas. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est produit. Donc, c'est assez intéressant de voir ce que le sport permet de faire. Il permet aussi de traduire des rapports internationaux. Regardez la Chine, quand elle a décidé de pourrir la vie de quelqu'un, elle s'attaque aux droits internationaux. Regardez la Première Ligue, qui est l'un des premiers actifs à l'export de l'Angleterre. La première chose qu'ont fait les Chinois pour bien montrer que la position du gouvernement de Boris Johnson face aux Hongkongais n'était pas la bonne, ça a été de menacer les droits de la Première Ligue et donc de l'industrie du spectacle et notamment de l'industrie du football. On est dans ça, et c'est là où la France a peut-être quelque chose à faire. On a compris qu'organiser des événements permettait de mettre en avant le savoir-faire français, l'image française,
de construire le national branding à la française, c'est-à-dire de mettre en avant l'image du pays. Il faudrait peut-être qu'on aille un peu plus loin. Et là-dessus, il y a un énorme travail à faire en France. On n'a pas encore pris conscience de la dimension géopolitique des choses. Quand on voit par exemple que Grenoble, donc GEM, est l'une des premières écoles à vraiment travailler la géopolitique et en avoir fait un élément distinctif, c'est intéressant. Mais beaucoup d'autres écoles, finalement, ne l'envisagent pas. On reste dans quelque chose qui est très classique. Et c'est peut-être dommageable, c'est un tort. Je voulais juste revenir pour finir, après je passerai la parole à Mathias. Depuis tout à l'heure, on a quand même beaucoup cité d'exemples en rapport avec le football. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de géopolitique dans le tennis, dans le rugby, dans la Formule 1, ou est-ce que c'est parce que c'est le football qui fait le plus d'argent et le plus de bruit sur la planète? Alors, ça, c'est une excellente question, hein. Pourquoi je parle beaucoup du football? Parce que c'est le sport qui va être responsable de 50% de la valorisation finalement du sport mondial. C'est aussi parce que c'est celui qui est le plus suivi. Maintenant, tu as raison, hein, il y a une géopolitique de tout. Alors, on a longtemps parlé de la géopolitique du ping-pong ou de la diplomatie du ping-pong. Bon, alors, beaucoup en parlent et peu savent exactement ce qui s'est passé. Mais si on prend l'exemple de la Formule 1 dernièrement, l'Arabie Saoudite a réussi à décrocher avec 2 ans d'avance un Grand Prix de Formule 1 qu'elle va organiser à Jeddah, alors qu'elle était censée l'organiser à Qiddiya en 2023. Elle va être présente sur le calendrier de la F1 en 2021. Alors, le contexte, hein, Covid, joue pour beaucoup. Mais c'est aussi une stratégie pour l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire dès qu'il y a une opportunité d'entrer sur le marché du sport, elle la saisit. Autre exemple, hein, la Chine, par exemple en rugby, a via Alibaba, qui est l'exemple même d'une compagnie qui est au service de l'État chinois, a débloqué, je crois que c'est une centaine de millions de dollars pour le développement du rugby, notamment en Chine. Et c'est pas simplement pour le faire découvrir le ballon ovale à la jeunesse chinoise, c'est parce que derrière, vous avez la possibilité d'accueillir un événement international pour peu, et vous savez que 100 millions de dollars, ça représente une somme colossale. Quant au tennis, regardez ce qu'apporte un Roger Federer à l'image de la Suisse, regardez l'importance pour l'Espagne du sport, je pense au basket notamment, et on comprendra que derrière chaque sport se trame finalement des enjeux géopolitiques. Dernier exemple, et après on donnera la parole à Mathias, c'est la question de l'athlétisme. Est-ce qu'on peut penser le Kenya aujourd'hui sans ces marathoniens et sans ces coureurs de demi-fond? Est-ce qu'on peut envisager l'Algérie finalement sans cette équipe du FLN, mais aussi sans ces coureurs? Non. Regardez Israël aussi, qui a investi le cyclisme avec l'Israel Startup Nation. Ça, c'est une volonté claire. Alors, ça permet à Sivan Adams de se rapprocher de Benjamin Netanyahou et de valoriser son pays, à raison. Mais c'est aussi une vraie stratégie de soft power, de national branding, avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire que le sportif devient un objet, un outil d'une stratégie d'État ou d'une stratégie de conquête du pouvoir ou de rapprochement du pouvoir. Ok, j'espère que vous m'entendez Merci. bien. C'est bon? Ok, super. Donc merci Baptiste pour la première partie. On a beaucoup parlé, comme on l'a dit, du football et de manière générale de la géopolitique du sport d'une manière actuelle. Mais j'aimerais bien revenir un peu sur une ou deux questions un peu historiques concernant cette géopolitique. Puisque bien sûr, pendant notamment j'aimerais bien parler du coup avec vous du coup de la guerre froide, qui est bien sûr une durée, un conflit où le sport a été vraiment un moyen d'afficher ce conflit, de s'affronter du coup, pour l'URSS et les États-Unis se confronter directement. Et je pense notamment aux JO qui ont été vraiment un théâtre de ces tensions. Je pense en 1952 à Helsinki, en 1956 à Melbourne avec le boycott des JO pour montrer son désaccord avec les répressions soviétiques, ou encore en 80, la JO à Moscou, où les États-Unis et d'autres pays ont boycotté cette fois-ci contre l'intervention de l'URSS en Afghanistan. Et donc, du coup, la question, ce serait globalement, durant ce conflit, comment on peut expliquer que des Jeux, donc les Jeux Olympiques, qui ont pour but et qui se veulent utopiquement apolitiques, deviennent le théâtre de telles tensions à l'échelle mondiale, qui secouent le monde, quoi. Alors déjà,
à la fin du 19e siècle, quand le baron de Coubertin relance les Jeux olympiques modernes, il le fait avec une vision qu'on connaît tous, hein, c'est participer, c'est l'inclusif, voilà. C'est la volonté d'être aussi apolitique, alors que dans les faits, ça reste un aristocrate qui se positionne dans une logique très simple. Il n'a pas oublié la guerre de 1870, et c'est aussi un moyen de dynamiser la jeunesse d'un pays battu, en l'occurrence la France, et de s'étalonner avec d'autres nations du monde. Norbert Elias le disait très bien, hein, le sport, c'est aussi un moyen finalement de maîtriser la violence et de penser la civilisation autrement. Et donc très rapidement, on commence la construction du sport moderne avec une idée simple, c'est que le sport est apolitique. Or, ce n'est pas le cas. Le sport est politique par essence et il est d'autant plus géopolitique lorsque les nations s'affrontent. Et les Jeux, c'est l'endroit par excellence où les nations s'affrontent. Plus qu'une Coupe du Monde finalement, puisque au jeu, tout le monde est présent. Et c'est la réunion de l'humanité sur quelques semaines, ensemble, Jeux olympiques et paralympiques. Et donc finalement, la dimension géopolitique, elle devient presque essentielle. Il n'y a pas une édition des Olympiades qui n'ait pas été marquée par un boycott ou par des tensions. Soit parce que vous n'invitez pas des pays, je pense par exemple à tous les pays qui avaient été défaits lors de la Première Guerre mondiale, ils ne sont pas présents sur les éditions d'après. Quand on attribue les Jeux de Garmisch-Partenkirchen et surtout les Jeux de Berlin en 1936 à l'Allemagne, on l'attribue surtout à la République de Weimar en 1931, sans savoir que derrière, ça va devenir l'Allemagne nazie dès 1933, et donc le Troisième Reich. Quand en 1952, finalement, l'URSS se dit, bon, bah, finalement, je vais aller rentrer dans la cour qui va me permettre d'affronter les États-Unis, c'est que les deux ont l'arme atomique, que l'équilibre de la terreur joue à plein, et que donc on entre dans deux courses, la course aux médailles et la course à l'espace, et que le sport devient un des moyens pour le grand public de s'affronter, de montrer qu'on est meilleur. La RDA va par exemple en tirer grandement profit, et le sport va être un moyen, et notamment les Jeux, de se présenter comme la puissance qui domine. La guerre froide, c'est avant tout une lutte idéologique, et l'objectif, c'est de faire changer l'autre de modèle et de montrer que son modèle est faible. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas mieux que le sport, parce que le sport, c'est mesurable, c'est efficace, vous avez gagné, vous avez perdu. Il suffit de se rappeler, par exemple, de l'impact du miracle sur la glace, hein. Cette jeune équipe d'étudiants qui arrive à battre finalement donc les jeunes étudiants américains qui arrivent à battre leurs homologues de la Red Army en hockey. On est là sur un événement qui a transcendé les États-Unis. Quand on prend la question des boycotts, que ce soit à Moscou ou à Los Angeles, c'est la même chose. Le boycott de Moscou, il est lié à l'intervention en Afghanistan, entre autres. Il est lié aussi finalement à la volonté des Occidentaux de ne pas célébrer le sport et de ne pas permettre à Moscou d'en tirer profit. Et les Jeux de Los Angeles, on sait aujourd'hui, il y a une autre explication qui a été donnée par Grigory Rodchenkov, celui qui est l'un des protagonistes de la grande affaire de dopage russe depuis quelques années, celui qu'on voit dans le documentaire Icarus par exemple. Il a sorti un livre où il explique que, alors ça reste à prendre avec énormément de pincettes, mais je trouve l'idée intéressante, à défaut d'être avérée, c'est que l'URSS n'aurait pas participé aux Jeux de Los Angeles parce qu'elle aurait été dans l'incapacité complète d'affronter avec des moyens qui ne soient pas repérables les États-Unis. La question du dopage, elle est devenue absolument incontournable. Et donc, c'est dans cette optique-là que finalement le sport, je ne vais pas dire a été dévoyé, mais a été utilisé autrement. Et même pour sortir de la guerre froide, quand on regarde par exemple les Jeux de 92, c'est les Jeux de l'Amérique triomphante, c'est les Jeux de l'hégémonie américaine, c'est les Jeux finalement du nouvel ordre mondial. Et ça se caractérise par les Jeux d'Atlanta en 96. On a complètement oublié qu'il y avait eu un attentat, oh là là, préfiguration du terrorisme des années 2000. On a oublié que c'était les Jeux de Coca. On a oublié que pour les Jeux du centenaire, on n'était pas en Grèce, mais on était justement aux États-Unis. Et ce qu'on a gardé de ces Jeux d'Atlanta, c'est les Jeux de la bannière étoilée. Et donc, les Jeux ont toujours et seront toujours finalement le lieu idéal pour montrer la puissance. L'exemple le plus caractéristique, ça va être ce qui va se passer en 2022, quand les Chinois vont organiser les Jeux d'hiver après avoir organisé les Jeux d'été à Pékin. On sera sur la première cité au monde et dans l'histoire qui aura été capable d'organiser les deux. Et il faut s'attendre à une débauche de moyens, à mon avis, au moins comparable aux Jeux d'hiver de Sochi.
et qui rappelleront grandement la manifestation de puissance des Jeux de Pékin. Ok, merci beaucoup. Et vous avez évoqué l'affaire de dopage forcément concernant la Russie ces dernières années, où donc forcément la Russie qui serait privée des prochains JO si en l'état actuel des choses, et notamment de la prochaine Coupe du Monde. C'est un rebondissement dans un scandale du coup qui dure depuis plus de 4 ans. Et c'est encore des États-Unis qui est parvenu les accusations les plus nettes à sanctionner le pays. Et est-ce que du coup, malgré la fin de la guerre froide, on pourrait percevoir ça encore un affrontement sur le monde du sport, cette fois-ci plus d'actualité forcément, qui se perpétue. Comment on pourrait expliquer ça, que malgré la fin visible des taux des tensions qui avaient lieu pendant la guerre froide, il y a toujours une idée que sur la scène sportive, ces deux nations, les États-Unis et la Russie, se sont confrontés? Alors, ce qui est assez intéressant, on va en parler dans le prochain livre qu'on va sortir avec Lucas Aubin, La Découverte, hein, qui va être une géopolitique du sport, avec un vrai point de vue très actuel. Et on a justement un chapitre sur la géopolitique du dopage et l'opposition États-Unis-Russie. L'AMA, hein, l'Agence mondiale antidopage, qui essaie tant bien que mal d'être indépendante, a un budget qui finalement est comparable à une équipe cycliste comme Ineos. Donc elle a quasiment pas d'argent. Et donc elle est aussi tributaire de ce que font les États. Et en l'occurrence, quand on regarde les États-Unis, c'est assez drôle parce que ils poussent véritablement à ce que l'AMA condamne systématiquement la Russie, en oubliant une chose, hein, je ne prends pas du tout parti de la Russie, loin de là, c'est que la quasi-totalité de leur équipe d'athlétisme, en tout cas sur le 100 et 200 mètres, ont toutes quasiment été prises pour dopage ou pour no-show, c'est-à-dire absence de présentation au contrôle antidopage. Le dernier, par exemple, c'est Coleman. Coleman va rater les Jeux de Tokyo parce que il a été introuvable. Bon. La question du dopage, elle est inhérente à tous les États. Et effectivement, on retrouve une certaine forme d'opposition via le dopage. Et j'ai presque envie de dire qu'au-delà de l'opposition États-Unis-URSS, enfin URSS, Russie, voilà, le mot, on a aussi le troisième sommet du triangle, c'est la Chine. C'est-à-dire que aujourd'hui, la vraie question, c'est jusqu'où ces États sont capables d'aller, soit d'un côté parce qu'ils sont poussés par un système libéral donc, qui vise la performance du côté américain, soit de l'autre côté pour des raisons d'État, à finalement être capable de mettre en place des politiques publiques qui reposent sur la tricherie, sur des moyens abondants et qui permettent d'obtenir des résultats qui ne sont pas mérités. Souvenons-nous par exemple des performances de la Sbornaïa, l'équipe de foot russe lors de la dernière Coupe du Monde, et puis du biathlète qui a privé Martin Fourcade d'un 6e titre olympique lors des derniers Jeux. Bah, Martin Fourcade, il est loin d'être content. Et puis surtout, ceux qui ont été battus par la Sbornaïa, bon, ils le vivent moyennement. Est-ce qu'un spectateur aujourd'hui a envie de supporter un spectacle sportif et de soutenir un spectacle sportif en sachant qu'il est, comment dire, trahi et travesti par le dopage? C'est une vraie question. Quand on regarde la NBA, on ne peut pas faire l'économie justement de cette question-là. Les performances sont tellement améliorées dans des contextes qui sont tellement particuliers, on l'a vu avec le baseball, que la question doit se poser. Aujourd'hui, est-ce que les gens sont prêts à accepter ça ou pas? Et dans cette logique-là, il y a un affrontement justement entre plusieurs États qui visent à montrer qu'elles sont des puissances globales dominantes, et puis dans certains cas, qu'elles sont la première puissance mondiale. Et le sport est un des éléments de cette puissance, c'est ce qui permet à la puissance d'être complète. Et là, l'opposition Chine-États-Unis est vraiment exemplaire. Ok, merci. Et donc globalement, pour clore un peu la partie historique et rejoindre l'idée du dopage qui apparaît comme quelque chose d'assez contemporain dans le monde du sport, même si j'en doute pas qu'il y a toujours eu des manières plus ou moins directes de se doper pour ce genre de compétition. Est-ce que vous pensez que la géopolitique du sport aujourd'hui est semblable de manière générale, hein, bien sûr, j'imagine qu'elle varie selon les pays, est semblable à celle qu'on a connue, par exemple, du coup, pour reprendre par exemple la période de la guerre froide, ou même, est-ce que selon vous, la géopolitique du sport évolue au cours du temps ou reste globalement semblable? Et donc, du coup, quels seraient les gros changements selon vous des dernières années dans cette géopolitique globale?
Bah, j'ai envie de dire que le meilleur moyen de comprendre une société, c'est de regarder comment elle pratique du sport. Le meilleur moyen de comprendre le monde, ce serait de voir finalement ce qui se passe quand ce monde joue. Ce qui caractérise l'humanité, c'est sa capacité à jouer. Et en l'occurrence, cette homo ludens, hein, on le voit aussi dans le jeu. Cette géopolitique du sport, elle s'est compliquée avec la fin de la guerre froide et j'ai envie de dire le début des années 2000, avec l'entrée dans le 21e siècle. On est rentré dans ce monde finalement multipolaire, beaucoup plus complexe, beaucoup plus incertain, où les rapports de force se sont décalés vers l'Asie, où de nouveaux acteurs ont surgi, à la fois les firmes transnationales. Regardez par exemple l'importance de Nike dans le sport, et c'était moins vrai dans les années 80. Regardons par exemple les nouveaux acteurs qui ont surgi, les pétromonarchies et gazomonarchies du Golfe. Aujourd'hui, elles sont incontournables, elles ont des stratégies qui sont extrêmement complexes et sophistiquées pour le sport. On n'avait pas ça avant. Et puis regardez le nombre d'acteurs. Avant donc les mouvements de colonisation, juste sortir de la Seconde Guerre mondiale, et donc au moment où on entrait dans la guerre froide, on était sur une cinquantaine d'États, un tout petit peu plus, qui étaient indépendants. Aujourd'hui, à la FIFA, on compte 221 fédérations, et à l'ONU, on compte 193 pays et 197 si on compte les observateurs. Forcément, c'est plus complexe, il y a plus d'enjeux, et puis surtout, économiquement, depuis les années 80, c'est un truc qui a pris une proportion folle. Aujourd'hui, le sport est devenu un secteur qui est comparable à celui de la culture, ce qui était complètement inimaginable avant, et donc les enjeux sont plus les mêmes. Avant le Covid, on était sur des mercatos juste dans le football qui dépassaient les 6 milliards d'euros. Regardez les basketteurs français, les contrats qu'ils signent. Aujourd'hui, ils signent des contrats que même des footballeurs ne pourraient pas obtenir. C'est-à-dire des contrats qui vont dépasser les 120 millions de dollars sur 5 ans. Je pense que tous ici, vous avez envie de les signer, ces contrats-là. Voilà. Regardez par exemple ce que vont toucher des cyclistes. Aujourd'hui, vous êtes sur des cyclistes stars qui vont dépasser le million d'euros de revenus annuels, là où avant, déjà atteindre 150 000 euros, c'était extraordinaire. Je me souviens aussi des footballeurs dans les années 70 auxquels on offrait à la fin de leur carrière des bars tabac. Aujourd'hui, aller proposer un bar tabac à Pogba, c'est pas possible. Effectivement, la géopolitique a changé parce que les acteurs se sont multipliés, les enjeux aussi. Regardez aussi le poids des ONG. Il y a des ONG qui luttent pour l'égalité, je pense à FAIRE par exemple. Regardez ce que la société civile est capable de faire. La pression, par exemple, quand Noël Le Graët explique qu'il n'y a pas de racisme dans le football. Regardez certains athlètes qui s'engagent. Alors on peut être d'accord ou pas avec eux, hein, de Lilian Thuram à LeBron James. L'un va parler de pensée blanche, l'autre va parler d'empowerment. Alors on peut, là encore, ne pas être d'accord. Regardez aussi, finalement, tous ceux qui en parlent. Il y a 20 ans, parler de sport, ça voulait dire être quelqu'un qui n'avait pas de culture. C'était être regardé comme un imbécile. Aujourd'hui, vous êtes dans une des plus grandes écoles de commerce et vous invitez un prof pour vous parler de sport de manière sérieuse. Il y a 20 ans, vous aurez ri au nez. Et ça existe encore, hein. Il y a des universitaires qui partent du principe que le sport, c'est populaire, avec une sorte de mépris assez exemplaire. Depuis les années 90, il y a eu une vraie bascule, et aujourd'hui, c'est un vrai domaine de recherche. C'est pas encore ce que ça devrait être, mais ça a changé, et aujourd'hui, parler de géopolitique du sport, c'est être sérieux. C'est pas simplement de parler des résultats, c'est pas le café du commerce. Et ça montre aussi ce qu'est devenu le sport. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus penser une société, vous ne pouvez plus la regarder sans ça. Alors certains s'en servent, mais ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être le seul endroit où vous avez la possibilité de voir des femmes en situation de réussite sans forcément qu'on les renvoie systématiquement à leur sexe. C'est le seul endroit où des gens en situation de handicap peuvent être valorisés. C'est le seul endroit où la question de vos origines reste dans une majeure partie à la porte. C'est le seul endroit qui vous permet aussi, quand vous êtes un migrant, d'être regardé, d'échanger avec les autres sans qu'on vous regarde comme quelqu'un qui est potentiellement un acteur négatif. Merci beaucoup. Et donc, dans un autre registre, donc plus actuel, en ce qui concerne la France, globalement, donc à l'échelle plutôt nationale, en 2017, en septembre 2017, peu de temps après l'attribution du coup des JO Paris 2024, vous vous êtes exprimé sur le plateau de TV5 Monde et vous avez
vous avez déclaré que du coup l'attribution de ces JO du coup pour la France permettait de montrer qu'on était une puissance. Euh, Globalement, la question ce serait quelle est la stratégie que la France adopterait pour rayonner par le sport? Est-ce qu'il y a vraiment une stratégie à la française? Et si oui, quelle est cette stratégie? Est-ce qu'elle fonctionne selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez un peu? Alors, l'idée de France puissance, hein, on va la relativiser tout de suite. On est une puissance moyenne. On est une puissance éventuellement qui peut rayonner à l'échelle régionale, mais à l'échelle mondiale, à part une puissance morale ou avoir une capacité finalement à peser dans le discours, parce qu'on est encore au Conseil de sécurité de l'ONU et qu'on représente quelque chose du passé. Bon, nous ne sommes que 68 millions de personnes dans un monde qui compte 7 milliards de personnes. Bon, une fois qu'on a dit ça, et je suis plutôt, moi, un partisan de cette Europe puissance, avec la France au milieu. Est-ce qu'on a une politique de puissance sportive? Bah oui et non. Oui, parce que depuis à peu près une petite décennie, on a enfin compris qu'organiser des événements sportifs, c'était profitable. Alors vous avez toujours quelqu'un qui vous dit ouais, mais c'est pas économiquement rentable. Mais évidemment, parce ce qu'on va chercher, c'est pas des retombées économiques, ou en tout cas pas simplement ça. C'est surtout des retombées symboliques, non pécuniaires, pour reprendre l'expression d'économiste. Cette rémunération par le symbolique, elle joue. C'est la question de l'image. Regardez la Russie. La Russie avant 1990 et même jusqu'aux années 2000, c'était la Russie de la décennie perdue. Donc on avait les représentations de Russes qui mouraient de faim, limite avec des loups dans les rues, et de l'insécurité. La Coupe du Monde a permis de montrer que les Russes pouvaient sourire, que les Russes pouvaient vivre dans des villes où il y avait du soleil, et on pouvait faire la fête. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a dynamisé le tourisme. Et ça a permis de modifier, en tout cas de tenter de modifier le regard et la représentation des gens. Et ça a été la réussite de la Russie. Après, je valide absolument pas le régime de Vladimir Poutine. Ce que la France doit faire aussi, c'est montrer qu'on n'est pas simplement une ville-musée. C'est toute l'intelligence, par exemple, qu'a eu Emmanuel Macron, hein, en se mettant en scène au moment où les Jeux allaient être attribués en 2024. Il a montré la jeunesse d'un pays qu'on a souvent tendance à montrer comme étant plutôt arrêté à l'étranger. Et il a montré autre chose que Paris. Le fait d'aller sur Saint-Denis, c'est aussi ça, c'est montrer une autre France. Alors évidemment, il ne faut pas être naïf, hein. Il y a derrière une logique d'aménagement du territoire évidente. L'idée, c'est de pousser le Grand Paris. L'idée, c'est d'accélérer tout ça. Mais quand on voit ce que Londres a pu réussir à faire en 2012, hein, quand ils nous ont lâchement volé les Jeux Olympiques, on peut se dire qu'on peut faire pareil. Maintenant, il y a des choses qu'on n'a pas encore complètement saisies. On n'a pas assez de représentants français dans les instances, même s'il y a un énorme boulot du CNOSF. Et j'ai participé, par exemple, à leur parcours international, à leur parcours ambition internationale. On a une prise de conscience, mais maintenant, regardez le politique en général, c'est-à-dire Assemblée nationale, Sénat et Grand ministre. Regardez le poids de Roxana Maracineanu qui a été rétrogradée sous Jean-Michel Blanquer, ça veut dire beaucoup de choses, en dehors de ce qu'on pense de Jean-Michel Blanquer, hein, qui est mon double ministre. Aujourd'hui, le sport n'est pas encore pris complètement au sérieux et c'est encore vu comme un amusement. Alors que c'est un secteur économique. Regardez par exemple les sommes qui vont être proposées pour la culture et regardez, faites un ratio par rapport au chiffre d'affaires finalement du sport en France, au nombre d'emplois directs et indirects, et regardez le volume des subventions. La culture est devant, parce qu'ils ont une capacité de mobilisation. Donc, oui, c'est mieux. On a organisé et on va organiser pléthore de compétitions, hein. Euro 2016, Coupe du Monde de rugby 2023, Jeux Olympiques 2024. Mais regardez en termes d'ambition pour le sport, ce qu'on fait, aujourd'hui, il y a une vraie limite. Regardez dans les écoles, je suis bien placé pour le savoir, on est en dessous de ce qu'on pourrait faire. Regardez finalement les entreprises du CAC 40, elles ne financent pas le sport, ou en tout cas peu. Elles vont financer des domaines particuliers, la voile, le tennis, elles vont financer le rugby, parce que ça reste présentable. Mais on n'a pas encore cette culture très anglo-saxonne, et il faut encore qu'on progresse. Moi, quand je vois ce que les Allemands sont capables de faire, je me dis que mon pays devrait être en capacité de faire pareil. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a choisi une stratégie qui est comparable à celle des Britanniques, c'est-à-dire qu'on va profiler les sports pour obtenir des médailles. Mais on oublie le sport santé, le sport pour tous. Aujourd'hui, il y a encore une marge de manœuvre et je suis assez sidéré de voir qu'on est encore dans des réflexions qui datent des années 90, alors qu'aujourd'hui, la totalité des pays du monde ont une politique sportive. Alors, la nôtre est ambitieuse, hein,
mais on n'a pas les moyens en face. Et c'est dommage, parce que on a une jeunesse qui ne demande que ça. Regardez là, vous êtes plus d'une centaine, alors qu'il est 19h40, à m'écouter parler de sport. Et c'est pas parce que je suis magnifique. Hein. Ah, mais c'est intéressant aussi. Merci. Merci. Et je vais poser une dernière question avant de passer à la partie questions-réponses directement avec le chat et qu'on fera du coup avec Baptiste. Vous avez dit tout à l'heure, si je ne me trompe pas, que fort heureusement, le sport était politique et donc que les enjeux géopolitiques du sport amenaient à rendre la chose plus médiatique, plus intéressante et rendait le sport plus intéressant de manière générale. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est du coup, est-ce que dans une certaine mesure, parfois ces enjeux-là économiques, géopolitiques, ne seraient pas si importants au sein d'une rencontre sportive ou d'une organisation d'un événement quoi, à tel point que ça impacterait négativement, ça serait néfaste en soi pour la prestation sportive en elle-même. Est-ce que ce serait pas trop, des fois, dans certains cas, ces enjeux vis-à-vis de la prestation sportive brute, pure en elle-même? Voilà. Si je voulais faire rigoler tout le monde, je vous dirais que c'est un peu comme la fragilité psychologique du tennis français. C'est-à-dire que à force d'envisager la pression, on est incapable d'y faire face et on perd. Mais je vais aller plus loin que ça. Oui, c'est vrai que parfois la politique l'emporte sur le sportif, mais à l'extérieur. Le sportif, il est concentré sur ce qu'il a à faire et souvent il est complètement déconnecté des logiques extérieures. Pour avoir parlé à certains sportifs, vous vous demandez s'ils ont un rapport avec le monde réel. Mais ils sont extrêmement minoritaires et beaucoup sont conscients de ce qu'ils représentent. Et quand je vois par exemple réagir un Kylian Mbappé sur certaines choses alors qu'il a moins de 25 ans, je me dis que finalement la nouvelle génération qui monte, et vous en êtes des exemples, hein, elle est extrêmement positive parce que la mienne, hein, moi j'ai un tout petit peu plus de 40 ans, elle ne l'a pas forcément fait de la même manière. Maintenant, est-ce que cette politisation elle est parfois pas trop excessive? C'est sûr que quand vous représentez, que vous portez, je sais pas moi, le maillot du PSG, le maillot de l'OM, vous allez représenter autre chose. Parfois c'est dur. Quand vous portez le maillot d'un État, ouais, vous représentez la France en entier. Mais c'est aussi l'inverse. Regardez par exemple Griezmann, lorsqu'on gagne la Coupe du Monde, qui regarde face caméra en conférence de presse et qui dit « Vive la France, vive la République ». Je sais pas, c'est peut-être mon côté sentimental, mais moi je trouve que c'est pas si mal. Alors évidemment, c'est pas une directive de la com, hein, c'était l'agent de sécurité finalement qui leur rappelait tous les jours. Mais de voir des sportifs citoyens, c'est bien. Après, c'est comme tout. J'ai envie de vous dire, vous, dans tout ce que vous faites, vous êtes des acteurs politiques. Le changement, il est aussi en partant finalement du terrain, c'est grassroots, c'est-à-dire les changements. Et votre génération, elle est dedans, la mienne a commencé. C'est par les petits pas qu'on avance. Aujourd'hui, et c'est pour ça que GEM est intéressant, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans le festival de géopolitique qui est organisé à Grenoble, c'est qu'on va faire la promotion de la complexité. Et c'est cette complexité qui rend le monde intéressant, c'est-à-dire que les choses ne sont pas binaires. Et effectivement, un sportif, il représente tout ça. Parce que depuis l'Antiquité, il représente sa société, et depuis l'Antiquité, il porte plus que des performances, il porte plus sur les épaules. Maintenant, oui, c'est compliqué, d'autant qu'on n'aide pas forcément les sportifs à assumer ça. Parfois, ils peuvent être écrasés par la dimension politique, parfois, ils peuvent être menacés aussi, surtout quand ils ne gagnent pas. Souvent, quand ils gagnent ou quand ils perdent, on a tendance à soit les survaloriser, soit les oublier, ou pire, à cracher dessus. Ça, c'est toute une société à éduquer. Et c'est aujourd'hui en faire des ambassadeurs de ce que nous sommes. Et finalement, moi, je trouve pas ça si mal. Je me dis que voir des citoyens assumer leurs responsabilités dans nos sociétés, dans un contexte de reconfinement, où on doit tous faire des efforts, je trouve ça bien. Alors évidemment, c'est pas facile, mais je trouve ça bien. Ça marche, merci beaucoup. Donc du coup, on va passer aux questions avec le chat et je laisse du coup la parole à Baptiste pour commencer. Donc, merci pour ces réponses. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre et essayer d'en poser un maximum. Donc la première question qu'on a eue tout à l'heure de Mathéo, c'était est-ce que vous pourriez expliquer brièvement la diplomatie du ping-pong? Donc vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est?
Alors, la diplomatie du ping-pong, c'est ce qu'on a mis souvent en avant pour montrer le rapprochement entre les États-Unis et la Chine à l'occasion d'un match durant lequel un des pongistes américains serait par mégarde entré dans le quart chinois, donc de l'équipe chinoise, et c'est bêtement assis à côté d'un pongiste chinois. Et dans la coutume chinoise, on fait un cadeau à l'étranger, on fait un cadeau à celui qui vient vous voir. Et donc, la réciproque, alors qu'ils ne parlaient pas la même langue, le ping-pong a été un moyen, puis il y a une invitation qui a été lancée. Bon. Et tout le monde en a fait des tonnes en expliquant que la diplomatie du ping-pong, ça avait été d'utiliser le ping-pong pour rapprocher les deux. En vérité, Kissinger était passé derrière, ils attendaient une occasion. Finalement, la diplomatie du ping-pong, c'est la capacité de mettre en scène le sport pour faciliter et favoriser les rencontres. Tous les moyens qui permettent de rapprocher des chefs d'État ou des entourages de chefs d'État, c'est-à-dire ceux qui participent à la construction de la décision, dans des contextes informels, et notamment le sport, parce que personne ne vient vous embêter dans ces cas-là. Les journalistes politiques ne sont pas là, ils sont ailleurs. Vous avez une plus grande liberté. Et donc, vous pouvez échanger de manière informelle. Tout ce qui permet le contact va favoriser des processus politiques. Pas forcément la paix, il faut arrêter de dire que le sport permet la paix, c'est pas vrai. Par contre, il peut conduire à la facilité. Et la diplomatie du ping-pong, par exemple, elle a été prolongée au-delà de Nixon, sous Carter. Et Carter s'en est servi. Ils ont continué justement à se voir au travers de ça, et ils ont contribué l'un et l'autre à mettre en scène ça. Ça a expliqué par exemple le retour de la Chine continentale, la mainland China, au Conseil de sécurité, et la mise en minorité de Taïwan. Donc derrière, c'est pas forcément profitable pour tout le monde. Mais c'est assez intéressant de voir ça, parce que aujourd'hui, la stratégie du ping-pong, elle a tendance à être mal comprise. C'est aussi ce à quoi sert le sport. Quand vous avez un match Iran-États-Unis, Coupe du Monde 98, si je ne dis pas de bêtises, mine de rien, c'est deux pays qui ne s'entendent pas. C'est deux pays qui s'affrontent volontairement. Ça permet de créer des occasions. Alors après, il y a le contre-exemple. C'est la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui passent leur vie à expliquer que par le sport, on peut se réunir, qui multiplient les équipes communes, et ça débouche sur rien. Parce que la Corée du Nord l'instrumentalise. J'ai été court. Parfait. Donc du coup, je vais poser une deuxième question, en plus en rapport un peu sur tout ce qui est études, notamment pour arriver dans le domaine de la géopolitique du sport. Il y a une question, du coup, c'est comment un étudiant, donc notamment à notre place, pourrait s'engager dans le monde de la géopolitique du sport à la sortie de ses études. Et on pourrait également reprendre une question qui a été dite aussi auparavant, qui pourrait peut-être se prêter à répondre à celle-là. C'est comment vous êtes arrivé à ce domaine bien précis de la géopolitique du sport, quelles études vous avez fait auparavant et du coup, comment conseillerait un étudiant actuel? Alors, déjà, il n'y a pas de filière qui existe. Donc, concrètement, voilà, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de poste. Enfin, concrètement, s'il y avait des postes, ça se saurait. Je plaisante, mais c'est pas drôle. L'idée, c'est d'abord de s'intéresser au sport. Moi, j'y suis arrivé de manière assez particulière. Je suis un grand lecteur, j'adore le sport. Je suis un fan du PSG, mais pour l'instant, je ne vous l'ai pas dit. Donc, j'ai pas fait de vanne sur Marseille, rien du tout. Je me suis toujours intéressé à ça, et il s'avère que, vraiment à titre personnel, l'éducation nationale a fait quelque chose, pour une fois, d'assez intelligent il y a plus de 10 ans. Ils avaient inscrit au bac, à l'époque où l'histoire géo était en option, une question sport et mondialisation. Bon, moi j'étais prof en terminale, je le suis encore. Je me suis vraiment emparé de cette question. Je pense que j'ai bouffé la totalité de la bibliographie qui existait en français. J'ai beaucoup fait bosser les élèves là-dessus, ce qui fait que tous ceux qui ont pris ce sujet-là, ils ont eu 20. Donc j'ai un vrai kiff personnel. Et puis j'ai eu l'opportunité, un peu par hasard, de proposer un cours de géopolitique du sport à l'ESJ Paris, l'École supérieure de journalisme de Paris, parce que Carl Olive a été nommé, a gagné l'élection municipale à Poissy. Et donc j'ai construit un cours de géopolitique du sport à cette occasion-là. J'en rêvais, mais j'avais pas l'opportunité. Derrière, j'ai rien lâché, comme d'habitude. Et puis, les faits ont fait que j'ai pu publier un premier livre, puis un deuxième. Le premier était sur le Bataclan, avec un collègue en histoire géo, qui s'en est sorti. Un livre sur l'immigration, parce que le sujet m'intéressait. Et le deal, c'était, le troisième livre, c'est un livre sur le sport. Et donc, c'était mon petit bouquin sur la géopolitique du sport. Alors, je ne suis pas le seul à avoir défriché ça, Pascal Boniface a été l'un des premiers, il y en a plein d'autres.
Donc, s'il y a des conseils, c'est d'abord finissez votre école de commerce, parce que vous avez payé suffisamment cher, donc allez-y. La deuxième, c'est la question des stages. C'est-à-dire que choisissez bien vos stages, soyez ambitieux. La seule limite, c'est celle qu'on se fixe. Donc, bougez-vous. À un moment donné, prendre des refus, c'est normal, mais il ne faut rien bouger, il ne faut rien lâcher. Allez voir à l'étranger ce qui se passe. Revenez avec plusieurs langues, mais votre génération, vous, elle n'aura pas ce problème-là. Et puis, derrière, faites des études universitaires parce que aujourd'hui, ce qui manque, c'est la compétence. Et donc, que ce soit à l'Institut français de géopolitique, à Paris 1, ou à Grenoble, par exemple, en géographie, vous avez ça. Travaillez sur les relations internationales et regardez aussi ce que les anglo-saxons produisent. Achetez mes livres. Mais bon, fondamentalement, ça ne changera rien pour moi. Mais lisez. Parce que la meilleure des choses, c'est bien, mais regarder des matchs, ça ne sert à rien. Lisez. Et allez regarder surtout ce qui se fait. Il y a pas mal d'initiatives. Hein. L'IRIS, par exemple, a sorti avec une école qu'on ne citera pas parce qu'elle est concurrente, un programme qui s'appelle Géosport, qui est vraiment bien. Vous avez pléthore de gens à suivre sur Twitter, et pas que moi. Après, il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sérieux, qui disent qu'ils font de la géopolitique alors qu'ils ne regardent pas le territoire. Il faut être un peu critique aussi. Et puis, lisez. Des livres d'histoire du sport, mais ils sont parfois un peu arides. Allez sur des choses qui mettent en perspective le sport. Et à un moment donné, via vos stages, via votre diplôme, via une poursuite d'études après, vous entrerez dans une fédération et vous serez amené à littéralement mettre les deux mains dedans. Parce que l'idée, c'est que si vous êtes un observateur, au pire, vous serez un consultant, mais il n'y a pas beaucoup d'argent à faire et les anglo-saxons sont très bons. Par contre, en fédération, ils ont besoin de compétences. Et alors là, j'ai envie de vous dire, allez vers les fédérations où il n'y a pas beaucoup d'argent, parce qu'ils vous laisseront vous faire une expérience. Vous galérerez peut-être, hein, vous n'aurez pas les salaires de vos potes, mais c'est le propre des métiers passion. C'est-à-dire qu'un métier passion, par définition, vous vous éclatez, vous n'avez pas forcément la rémunération d'un cadre en finance, mais à un moment donné, ça sourit. Voilà. Donc, croyez en vous, les gars, et les filles. Et notamment les filles. Petite parenthèse juste là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des filles ici qui écoutent, qui sont là, présentes. Mesdemoiselles, vous avez une vraie opportunité parce qu'il faut féminiser les exécutifs sportifs et que les femmes ont d'abord un plein droit à être légales de ce que nous sommes dans toutes les structures. Et puis surtout, bougez-vous parce qu'il y a des places à prendre et qu'aujourd'hui, il y a une vraie opportunité pour vous. Alors les gars, je suis désolé, mais à compétence égale, aujourd'hui, on prendra une fille et c'est peut-être pas une mauvaise chose. Donc, reste qu'à faire deux choses, lire et travailler. Merci. Justement, vous parlez des filles et il y avait une question là-dessus. Est-ce que vous considérez aujourd'hui est-ce que vous considérez pas aujourd'hui que le sexisme est un problème majeur quand même, si ce n'est le plus important dans le monde du sport? Alors, le sexisme, j'ai envie de te dire, oui, il existe, c'est évident, mais il existe partout. Et alors, très honnêtement, pour avoir travaillé dans pas mal d'environnements différents, hein, j'ai été et je suis encore entrepreneur. J'ai travaillé pendant plus d'une décennie en tant que journaliste à côté. J'ai été prof. Je connais beaucoup de milieux différents. Je pense que le sport est un des endroits où, oui, le sexisme existe, mais alors c'est pas là où il est le plus fort. Hein. Allez dans certains secteurs, vous serez surpris. Hein. Le journalisme a deux, trois choses aussi à réserver. Hein. Pour avoir bossé pendant 8 ans dans le cinéma, je peux vous dire que concrètement, voilà, c'est pas pour rien qu'Hashtag MeToo est sorti par là. Bon, alors il y a des problèmes partout. Le sport est aussi un reflet de la société. Je pense pas que le principal problème soit là. Moi, je l'associerais plutôt à la question de l'inclusion. Donc, c'est à la fois et la question du genre et la question de la diversité. Parce que oui, pour l'instant, le sport n'a pas pleinement abouti, mais comme nos sociétés. Hein. Il y a aussi la question, finalement, moi c'est plus ça, c'est de vrais débouchés économiques pour ceux qui s'investissent dans le sport et pas simplement du bénévolat, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de bénévoles. Et puis moi je vois une dernière chose, mais alors là c'est peut-être parce que j'ai le prisme aujourd'hui du père, parce que j'ai une petite fille, c'est la question des violences sexuelles et des rapports de force qu'on voit dans ces institutions-là. Moi ça me pose beaucoup plus de problèmes. Il y a par exemple Béatrice Barbus, que je vous invite à suivre, qui est absolument exceptionnelle sur ces sujets-là, qui a signé un livre qui s'appelle « Du sexisme dans le sport » chez Anna Mosa. Donc oui, c'est un des sujets, il n'y en a pas qu'un seul. Malheureusement, ce serait tellement plus simple pour Roxana Maracineanu.
Mais il y a de vrais progrès à faire là-dessus. Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Athletic A, je crois, qui revient sur ce sujet-là. N'hésitez pas à le regarder. C'est des problématiques globales. Mais je pense que le sport est clairement à l'avant-garde. Hein. Regardez le nombre de personnes issues de la diversité en situation de handicap ou finalement de femmes qui existent médiatiquement. Prenez l'exemple de Megan Rapinoe. Et du coup, pour continuer avec les questions, cette fois-ci, revenons un peu sur ce que vous avez dit durant la présentation, rapidement. Donc, il y a une question, c'est vous avez dit que les Britanniques nous avaient volé les JO en 2012, entre parenthèses, bien sûr, entre guillemets. Pouvez-vous nous en dire davantage? En 2012, on a une stratégie qui est assez particulière. On sait qu'on a le meilleur dossier. On sait qu'on est bon et on néglige une chose. C'est que les processus de décision du CIO à ce moment-là, et ils ne le sont jamais, hein, ne sont pas rationnels. C'est-à-dire qu'ils ne s'appuient pas sur la cohérence d'un dossier, ils s'appuient sur la capacité à convaincre les gens. Et là où en 2012, ils sont extraordinaires, c'est qu'ils ne se baladent pas avec des liasses de billets. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est que Tony Blair, avec David Beckham et d'autres acteurs, font le tour des chambres de l'hôtel où sont logés les membres du CIO. Et ils vont les voir. Alors que nous, Jacques Chirac ne prend pas la peine de le faire. Et donc, au moment où la décision se fait, hein, donc pas en 2012, mais avant, les acteurs politiques, sportifs et culturels viennent vous voir. Et quand vous avez David Beckham qui vient vous voir et qui vous salue et qui vous tutoie et qui vous explique à quel point vous êtes important, eh ben, on appelle ça du lobbying. Eh ben, ça marche. Et puis après, l'autre intérêt des Anglais, c'est qu'ils ont compris une chose. C'est que chacun a quelque chose dont il a besoin. Il a besoin de se valoriser. Il a aussi besoin d'aller chercher des choses pour son pays. Par exemple, en France, on l'a très bien compris pour la 2023. On a proposé des services. On a proposé de l'aide à l'éducation. On n'a pas proposé d'argent. On a proposé d'arriver avec... C'est pas la FIFA. Alors, j'invite la personne qui a laissé son micro ouvert à le fermer. Merci. Donc, fondamentalement, oui, c'est tout l'intérêt finalement de 2024. C'est que 2024, pourquoi vous n'avez pas vu les politiques en avant et pourquoi ils ont mis autant les sportifs? C'est qu'ils ont compris qu'il fallait que les sportifs portent la candidature, qu'ils étaient légitimes, que mine de rien, un sportif qui gagne, c'est un sportif qui convainc. Et puis, plus sûrement, en ne mettant pas le politique en face, vous évitez aussi un écueil, la récupération et l'absence d'investissement, parce que le politique se pose des questions qui sont des questions politiques, c'est-à-dire des questions aussi politiciennes, des questions de carrière. Et donc derrière, la réussite de 2024, c'est aussi la réussite d'un mouvement sportif qui a compris ça et qui a vraiment impliqué les sportifs et qu'on n'a pas fait simplement des porte-clés. Merci. Donc on va arriver vers la fin, je vais essayer d'en poser encore une ou deux. On a une question qui vient de Valentin. Est-ce que la relation entre politique et sport ne met pas en danger l'équité, l'essence même du sport et la performance dans certains cas? Donc Valentin fait référence à la Coupe du Monde du Qatar en 2022, avec la chaleur, l'accession de Leipzig sur la dernière décennie, l'écurie Williams qui ferme, le Vendée Globe qui est parti justement dimanche avec des bateaux ultra performants et donc des entreprises qui poussent derrière, des calendriers de foot surchargés, ou bien dans le cyclisme, Ineos qui a une suprématie sans concurrence en ce moment. Alors, j'ai envie de te dire, Valentin, que tu as complètement raison sur le constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, la politisation du sport, ses enjeux ont tendance à écraser une bonne partie de ce qui fait l'équité du sport. Maintenant, il faut replacer ça dans un contexte, hein, c'est le monde dans lequel on se trouve. Aujourd'hui, regardez ce que font les GAFAM, les Natou et autres BATX. Dès lors qu'ils peuvent imposer un monopole quelque part et écraser l'adversaire, ils le font. Donc on est dans une logique finalement de prédation et dans une logique qui est purement celle d'un rapport de force, quitte à écraser l'adversité. Regardez par exemple les pratiques anticoncurrentielles d'Uber. Et ben dans le sport, c'est pareil. Ineos, c'est la même chose. Sachant que leurs pratiques de gains à la marge questionnent grandement leur performance. Si on revient sur le fait que les joueurs aujourd'hui n'ont pas voix au chapitre, bah, malheureusement, c'est vrai. Alors, c'est vrai surtout dans le sport européen. Hein. Dans le sport américain, c'est différent parce qu'ils ont une vraie capacité à peser via leurs syndicats. En France, mine de rien, on est très peu syndiqués. Ou ces syndicats ne sont pas actifs, ou alors sont tenus par des gens qui sont très âgés. Et donc, ils ne sont pas adaptés.
Regardez par exemple, j'ai envie de vous dire, le phénomène syndical en France, il est nécessaire et pourtant nos syndicats sont tellement faibles qu'ils ne permettent pas d'engager une vraie discussion. Je ne parle même pas d'un rapport de force, je parle d'une discussion. Et bien dans le foot, c'est ça. Regardez Thomas Tuchel quand il se plaint. Il a raison de se plaindre. Alors évidemment, en France, on lui tombe dessus. Mais quand c'est Jürgen Klopp qui parle, quand c'est Pep Guardiola, c'est pas des Thomas Tuchel, c'est des gens qui ont gagné. Et en l'occurrence, il a raison. Aujourd'hui, un joueur qui fait quasiment 70 matchs par saison, en plein Covid, notamment lorsqu'il a eu le Covid, c'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut se poser la question des cadences. Quand vous voyez le nombre de blessures musculaires, on peut se les poser. Et là, on va avoir des blessures graves bientôt, parce que là, pour l'instant, on n'a que des petites blessures. Le souci, c'est l'absence de représentativité des athlètes. Et encore, ça a considérablement changé en 30 ans. Il ne faut pas oublier qu'avant l'arrêt Bosman et avant la fin du contrat finalement presque à vie, un footballeur ne pouvait pas choisir l'endroit où il allait. Il était dépendant de son club. Il était un objet. Bon, j'exagère un peu quand je dis ça, mais c'est pas loin d'être ça. Donc, le sport est malheureusement à l'image de ce qu'on vit. Aujourd'hui, l'argent compte plus. Regardez les projets de Gianni Infantino, regardez ce que est en train de devenir la Coupe du Monde de rugby, regardez aussi ce qui fragilise le top 14, regardez aussi l'extrême égoïsme du top 100 de l'ATP, voire du top 20, qu'on n'a rien à faire des milliers d'athlètes qui se battent, notamment dans des pays en développement, pour exister sportivement. Alors évidemment, ça change, mais combien de sportifs sont solidaires lorsqu'ils sont tout au sommet? Ils sont rares. Moi, j'ai envie de retenir une chose. Alors encore une fois, c'est peut-être un peu grandiloquent, mais regardez ce qu'a fait Marcus Rashford. Ce gars-là est un gamin. C'est une star, certes. Il aurait très bien pu rester chez lui à faire ce qu'il voulait. Eh bien, il s'est foutu la totalité de la classe politique britannique à dos. Il a bougé la société britannique et il a réussi à faire un truc qui aurait dû être une évidence. Donner à manger à des gosses qui n'ont pas la possibilité d'avoir à manger en Grande-Bretagne. Et ça, bah moi, ça me permet une chose, c'est de considérer aujourd'hui que nos sportifs, quand ils arrivent à un certain niveau de médiatisation, ils sont beaucoup plus forts dans leur capacité à créer des rapports de force, et que de toute façon, il faut qu'ils s'en servent. C'est pour ça que je suis plutôt content d'avoir des citoyens responsables. Et que plutôt que de voir le verre à moitié vide, bah, je préfère le voir à moitié plein. Le Vendée Globe est quand même parti. Et ça permet de faire rêver les gens. Et je suis désolé, on en a besoin. Regardez, moi, le premier confinement sans foot, mais je devenais fou. La NBA a sauvé ça. Last Dance aussi. Mandalorian. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que le sport amène aussi des gens à respirer et à voir les choses autrement. C'est peut-être l'un des derniers sujets où on peut avoir des discussions complètement calmes, sans se taper dessus, avec des gens qui sont différents de nous. Donc, continuons à voir les choses de manière positive. Les choses négatives, on est très bien capable de les voir. Hein, c'est des biais cognitifs qu'on est capable d'identifier. Voyons les choses de manière positive. Regardons ce que le sport a à nous offrir. Et qu'est-ce que c'est bien quand ça fonctionne. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Juste pour finir cette conférence et sur une note peut-être un peu plus drôle ou pas, vous avez parlé de Thomas Tuchel. On a une question de Thomas. Pensez-vous que Tuchel a perdu son vestiaire? Alors, je pense que Tuchel n'a pas perdu que son vestiaire. Il a perdu aussi les supporters parisiens. Il a perdu les médias parisiens. Alors le problème, c'est qu'il n'a pas perdu l'adresse du Qatar. Donc c'est plutôt gênant. Moi, j'ai envie de vous dire, quand j'en discutais avec Paulo Breitner il y a 2 ans, au moment où il a sorti son bouquin sur Tuchel, il m'avait dit une chose simple. Tu vas voir, au bout de 2 ans, il va vriller. On y est. Il a quand même failli, il s'est considérablement énervé face à Talaron, un journaliste de Canal qui lui posait une question, on va dire à minima maladroite. Alors, outre le fait que ça résume assez bien la médiocrité d'une certaine forme de journaliste à la française, ce qu'on voit surtout, c'est que derrière, le pauvre Thomas Tuchel, il est à la fin d'un cycle. Et on fait un match contre Leipzig qui est quand même un peu tout pourri, mais la première mi-temps, elle est intéressante. Alors oui, il perd. Derrière, il est paumé, il n'a pas de situation, il n'a pas de solution. Il s'entête aussi parce que il a un côté obsessionnel. Hein. Alors, regardez ce qu'il a fait à Mayence, regardez ce qu'il a fait à Dortmund. Il n'est pas encore parti avec perte et fracas. La grande question qu'on se pose nous en ce moment, c'est est-ce qu'il passera à la trêve hivernale? Normalement, on n'expulse pas les gens pendant la trêve hivernale. Peut-être que ça peut arriver à Tourelle.
je suis désolé, ça c'était très mauvais. Moi j'aimais bien Thomas Tuchel, il m'a déçu. Il m'a déçu parce que je ne l'ai pas trouvé capable d'être plastique dans sa manière de faire avancer sa tactique et dans sa manière de valoriser, de faire progresser les joueurs. Mbappé ne progresse pas assez à mon goût, même s'il a beaucoup changé là ces derniers temps. Voilà. Donc Thomas Tuchel, merci, c'était super. On se quitte bon ami et puis après, au revoir. Next. Du coup, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je pense qu'on va clore du coup cette conférence. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation, d'être venu. C'était pour ma part très intéressant et je pense que la plupart des gens ont apprécié l'intervention. Je remercie aussi bien sûr Baptiste et Maxime pour leur intervention et plus généralement l'association J'aime en débat avec qui on a collaboré et on est très content d'avoir réalisé cette conférence malgré les conditions actuelles. Et on espère du coup, on remercie aussi bien sûr tous les gens qui sont venus et on espère que vous avez passé un bon moment en compagnie du coup de Monsieur Guégan pardon, sur la géopolitique du sport, sur ce thème. Et voilà, donc du coup, je pense qu'on va clore du coup cette conférence. Moi, je voulais vous remercier donc Mathias, Maxime et Baptiste. Merci à GEM et donc à l'association de m'avoir sollicité. J'espère que vous aurez passé un moment un peu sympa. Je vous avouerai que normalement cette conférence, j'aurais pas dû la faire parce que j'ai passé un test Covid ce matin, je suis pas en grande forme. Je suis très content d'être là, d'avoir été invité. Merci. Moi, j'ai juste une chose à vous dire. Faites attention à vous, protégez-vous à tout point de vue. Et puis, surtout, croyez en vous. Parce que le monde de demain, j'ai envie de vous dire, vous appartient. C'est pas de moi, c'est d'NTM. Mais c'est vous qui allez le faire, ce monde. Et si vous croyez pas en vous, bah, personne ne croira pour vous, en vous. Donc, bougez-vous les fesses et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et on n'oublie pas, hein, ici, c'est Paris. Et ben, merci beaucoup pour ce message. Et du coup, ce sera bon. Merci à vous, bon courage. Merci beaucoup à tous. Et, bon. Bonne soirée à vous tous. Prenez soin de vous aussi. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Allez, l'OM. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée.